J'ai lu avec beaucoup d'attention ce rapport d'étape de la métropole en transition. Je dois avouer qu'il m'a transporté tellement d'ailleurs que j'ai fini par oublier qu'il concernait notre métropole tant le tableau est idyllique. Bon, en revenant très vite à la réalité et en parcourant simplement notre territoire, nous constatons au quotidien quelques différences et certaines notables avec cet inventaire à l'après-vert. J'ajoute qu'aux nombreuses contradictions s'ajoute aussi une part d'ombre à laquelle vous allez peut-être remédier en nous apportant ce matin des précisions. D'abord, sur la question des mobilités et de la qualité de l'air, le précédent rapport nous annonçait une grande enquête sur les déplacements au sein du territoire. Dans le rapport actuel, elle n'est même plus mentionnée. Je me demande donc si elle a été réalisée. Si elle l'a été, pourquoi ne pas communiquer ses conclusions ? Par ailleurs, quand je vois les embouteillages générés par votre gestion anarchique des travaux, je m'interroge sur le vrai niveau de pollution de l'air. Je vous rappelle que la ville de Clermont vient d'être classée 6e ville la plus embouteillée de France. Pour faire 10 km, il faut autant de temps qu'à Nice, qui a pourtant une densité de population 3 fois supérieure. Et vous le savez, ville embouteillée est synonyme de ville polluée. Vous annoncez vouloir favoriser les modes de déplacement actifs, sur le papier très bien. Pour cela, il conviendrait d'améliorer d'abord la qualité de l'air respiré afin de ne pas exposer dangereusement ceux qui pratiquent la marche à pied ou le vélo. Promouvoir l'activité physique est bon pour la santé, mais encore faut-il que les conditions le permettent et n'augmente pas la dangerosité de ces mobilités. Vous nous promettez, au travers des axes stratégiques, je cite, une mobilité pour tous et une mobilité fluide. Personnellement, j'ai un peu de mal à y croire. Aujourd'hui, encore trop d'habitants, notamment parmi les personnes à mobilité réduite, n'ont pas accès aux transports en commun, car surchargés aux heures de pointe ou proposant une desserte tellement partielle et dérisoire face à l'autonomie que leur procurent les déplacements avec leur propre véhicule. Quant à la fluidité, on le voit sur les boulevards sud à Clermont, par exemple, même à la fin du chantier, la circulation sur une seule file continuera de générer les embouteillages auxquels on assiste aujourd'hui, puisqu'il s'agit essentiellement de déplacements effectués à l'échelle métropolitaine et non limités au cœur de ville clermontois. Malheureusement, l'offre de transport en commun reste et restera bien insuffisante pour y remédier, malgré les lignes B et C du projet Inspire et le nouveau réseau de bus que vous nous avez dévoilé récemment. Sur ce nouveau réseau, plus de la moitié des communes de la métropole ne verront aucune amélioration significative, une amplitude horaire qui reste bien insuffisante, notamment en soirée, pour les lignes de type 2 qui s'arrêtent à 21h30. Je vous prends un exemple tout simple. On a encore des trains qui arrivent en gare à Clermont, des trains en provenance de Lyon ou de Paris de 21h30. Et je ne vois pas comment rejoindre sa destination en bus si celle-ci se trouve, je vais prendre l'exemple de Romagna, de Gerzat ou de Pérignat, mais la liste des communes concernées est longue. Il en est de même pour les lignes de type 3 d'ailleurs, qui ne fonctionnent pas le dimanche, et pour les lignes de type 4, totalement à l'arrêt le week-end. Cela illustre bien le problème des mobilités de notre métropole. Nous accusons en fait 20 ans de retard et ce n'est pas la précipitation préélectorale qui changera quoi que ce soit. Ce n'est pas non plus la fausse gratuité des transports le week-end au prix de tarifs en hausse la semaine qui apportera des solutions. Cela n'a d'ailleurs pas permis de faire baisser la part modale de la voiture. La hausse de la fréquentation des bus que vous décrivez s'est essentiellement faite au détriment de la part des mobilités actives. Et cette hausse de fréquentation, dans le rapport, elle est mesurée par rapport aux résultats d'une précédente enquête effectuée en 2016, soit une échelle de temps de 8 ans. Avouez que ce n'est quand même pas très sérieux. Il est vraiment temps de proposer une alternative crédible au déplacement individuel avec une offre de transport soutenue, cohérente et efficiente à l'échelle de 100% du territoire métropolitain. Sur la question du schéma cyclable, je regrette que, comme dans le précédent rapport, nous ne disposions d'aucune donnée chiffrée précise sur le taux de réalisation, sur le nombre de kilomètres restants à réaliser et le calendrier prévisionnel réactualisé. De nombreuses questions restent aussi en suspens sur ce point. Par exemple, je reviens sur les boulevards sud clermontois. On sait que 180 places de stationnement vont être supprimées pour réaliser la piste bidirectionnelle, mais aucune solution de substitution n'est prévue pour les riverains et les professionnels concernés. Parmi les nombreuses contradictions relevées dans ce rapport, je pourrais citer l'espace naturel sensible des Côtes de Clermont et sa valorisation que vous appelez de vos voeux, quand on sait que dans le même temps, vous soutenez un projet de ferme photovoltaïque qui risque de saccager 12 hectares d'espace naturel labellisés et protégés, sans concertation avec les actions environnementales et les communes concernées. Alors, s'il convient de développer les énergies renouvelables, j'en suis un fervent défenseur d'ailleurs, il convient aussi d'épargner la nature environnante
qui ne compense déjà pas le déficit de végétalisation sur l'espace urbain. Mais dans ce domaine, c'est un peu comme pour les mobilités, on a bien compris votre stratégie. Pour rattraper le retard, vous vous précipitez, quitte à faire n'importe quoi, et dans le seul but de dissimuler votre immobilisme chronique. J'aurais pu prendre également l'exemple de la façade en verre exposée plein ouest au cœur de la future bibliothèque métropolitaine. Nous vous avons d'ailleurs mis en garde sur les risques d'effet de serre dès la présentation de ce projet. Aujourd'hui, l'architecte semble pouvoir vous apporter des garanties avec la mise en œuvre de stores en acier. Je doute que cela soit suffisant face à nos étés brûlants, car ces stores ne permettront en rien d'évacuer la chaleur emmagasinée. Par ailleurs, l'effet de masque procuré par les bâtiments latéraux et mis en avant par l'architecte aura un impact que très limité au regard de la durée d'ensoleillement sur la façade ouest, qui, elle, sera protégée par des stores en toile perforée, dont tout le monde peut bien imaginer l'efficacité. J'aurais pu mettre en parallèle aussi la charte de l'arbre adoptée par la métropole et les 400 arbres condamnés sur l'autel du projet Inspire. Non, pardon, j'ai oublié que les éléments de langage avaient évolué, les 400 arbres malades. Fort heureusement, dans ce carnage organisé, certains ont été sauvés, comme ceux de l'avenue de Royat à Chamalières. De là à penser que la métropole n'a pas de leçon à donner aux communes, bon, il n'y a qu'un pas que je n'oserais peut-être pas franchir. Enfin, je terminerai sur la question de la gestion des déchets. Selon le rapport, une enquête a été réalisée pour évaluer la satisfaction des ménages. Si celle-ci semble plutôt correcte, qu'en est-il de celle des professionnels? Vous n'abordez pas la question. Je vous rappelle que depuis le 1er janvier, conformément au droit européen, le tri des biodéchets s'applique aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Nombreux sont d'ailleurs les restaurateurs qui n'ont toujours pas de solution de collecte. Notre métropole accuse aussi du retard dans le déploiement des points d'apport volontaires. À ce jour, la seule réponse reste l'archipel des Salins pour répondre à cette obligation, mais cet espace est devenu inaccessible au regard des difficultés et beaucoup renoncent. De plus, l'association, vous le savez, l'association qui gère l'archipel est aujourd'hui débordée. Elle n'accepte d'ailleurs plus de nouveaux abonnés pour la collecte en porte-à-porte. Il est évident qu'elle ne peut d'ailleurs se substituer durablement au service public. Les déploiements de points d'apport volontaires prévus cette année pour quelques grands ensembles d'habitats collectifs dans les centres-bourgs et en déchetterie s'avèrent déjà très insuffisants. On voit donc à la lecture de ce rapport, dans bien des domaines, beaucoup de retard, beaucoup de contradictions, comme très souvent beaucoup d'effets d'annonce, mais en réalité peu de précisions sur les réalisations à poursuivre ou à initier pour engager durablement et efficacement notre territoire dans la nécessaire transition éthique et environnementale.